Ça a l'air de marcher. Alors bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui pour cette présentation. Je vais vous présenter, je suis actuellement du coup docteur junior au SAMU 91, à l'antenne SAMU de Corbeil-Essonnes, et je vais vous présenter mon travail de thèse que j'ai soutenu l'an dernier à peu près à la même année, qui a été encadré par le docteur Dubuka Panji à la Pitié-Salpêtrière, à l'époque en réanimation, et sur une idée originale du professeur Mathieu Roux. Donc on s'est intéressé à l'organisation logistique du bloc opératoire au cours des attentats du 13 novembre 2015. Donc quelques petits éléments de rappel pour ceux qui sont moins familiers avec ça. Donc l'organisation au cours d'une situation sanitaire exceptionnelle. Le dispositif Orsec, qui est un dispositif qui va être déclenché par le préfet, qui va organiser un petit peu la coordination préhospitalière entre les différents acteurs. Donc l'acteur un petit peu médical qui va être le SAMU et ses SMUR, les opérations de police générale et d'autre part les opérations de secours par les pompiers et les brigades de sapeurs-pompiers. Ensuite, entre ce dispositif Orsec préhospitalier et notre système de santé, il va y avoir le SAMU qui va faire la coordination et qui va faire un petit peu le levier qui articule ce dispositif Orsec, et le schéma Orsan, l'organisation de la réponse du système de santé, qui va être cette fois-ci déclenché par l'ARS et qui va permettre une montée en puissance adaptée à la situation sanitaire exceptionnelle du système de santé cette fois-ci. Et ensuite, chacun des hôpitaux, à l'échelle individuelle, va avoir des plans blancs qui vont être un petit peu personnalisés aux caractéristiques de chacun de ces hôpitaux. L'organisation de la chaîne médicale de l'avant jusqu'aux structures hospitalières. Donc vous avez ici le chantier qui peut être une attaque terroriste comme le cas des attentats du 13 novembre, un éboulement, une catastrophe naturelle, quoi que ce soit. D'abord, les patients vont subir un pré-triage qui est fait par des secouristes, en général des pompiers ou du personnel de la sécurité civile. Ce pré-triage est aussi appelé repérage secouriste. Il va y avoir une noria de ramassage qui va acheminer ces patients du coup, de la zone un petit peu de la zone de la catastrophe jusqu'au poste médical avancé. À l'entrée du poste médical avancé, il va y avoir un triage médical, donc le triage, on va revenir dessus, mais qui est fait par un médecin et aidé par ce repérage secouriste, et qui va catégoriser les patients entre les urgences absolues et les urgences relatives, et permettre, conjointement avec le SAMU et le dispositif Orsan, du coup plutôt à l'arrière, d'acheminer les patients vers les structures de soins qui sont adaptées. Ensuite, vous avez le centre d'accueil des impliqués pour les patients, pour les gens qui n'ont pas de blessures ou des blessures en tout cas très légères, et le dépôt mortuaire. Et à l'arrière, du coup, vous avez les différents systèmes de santé qui sont capables d'accueillir des patients en cas de situation sanitaire exceptionnelle, qui vont être les services d'accueil des urgences, les salles de réveil avec les blocs opératoires qui arrivent autour, placés en différents niveaux selon les expertises et les plateaux techniques qui sont disponibles sur place. Le repérage secouriste, quelques mots. Donc, il y a plusieurs algorithmes qui existent, des algorithmes qui sont en général très simples. Ici, je vous en ai présenté un, il en existe d'autres, mais ils ont à peu près tous le même principe. Les blessés légers, qui vont être des blessés qui en général vont être capables de déambuler tout seuls, ou en tout cas les impliqués, blessés ou non. Ensuite, les secouristes vont regarder si la personne ici respire ou non. Si elle ne respire pas, ils vont essayer de dégager les voies aériennes, voir si ça permet d'avoir de nouveau une respiration spontanée. En cas d'absence de respiration spontanée, on va le déclarer comme décédé. On est en situation sanitaire exceptionnelle avec peu de moyens, en général hospitaliers, et on va passer du coup aux autres patients. Et ça permet comme ça de trier beaucoup de patients d'un coup. Ensuite, après la fonction ventilatoire, on va s'intéresser à la fonction circulatoire, avec un seuil de tachycardie supérieur à 120 ou inférieur à 120. Deux algorithmes utilisent le temps de recoloration cutanée, ça dépend des algorithmes. Et avec tout ça, en fait, vous allez avoir votre repérage secouriste avec différentes couleurs qui vont un petit peu aider le médecin à trier ces patients à l'arrivée au poste médical avancé. Donc le triage, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui date des guerres napoléoniennes. C'est un acte qui est fait par un médecin. Aujourd'hui, c'est comme ça que c'est défini. C'est quelque chose d'évolutif. Entre l'entrée et la sortie de la zone du poste médical avancé, le patient a le droit de s'améliorer ou de se dégrader, et du coup avoir un triage qui va changer de façon évolutive.
Enfin, ce qui est nécessaire pour le triage, c'est que ce soit quelque chose qui soit standardisé et simple, que tout le monde parle de la même chose. En général, il y a la dichotomie UA-UR qui est très bien connue. Et au sein de cette dichotomie, il y a un petit peu plus de précisions qui peuvent être données. Au sein des urgences absolues, on peut avoir les extrêmes urgences et les U1, et au sein des urgences relatives, il peut y avoir les urgences relatives avec un pronostic d'organes, par exemple la vue ou des membres, ou des patients qui ont des urgences relatives qui sont moins importantes. Ça va dépendre, mais c'est un peu du détail. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au triage et à l'optimisation du temps dans le cadre de situations sanitaires exceptionnelles, surtout avec de la traumatologie comme ça, avec des armes de guerre à haute cinétique comme les attentats du 13 novembre? Parce qu'en traumatologie, surtout en traumatologie de guerre comme ça, ce qui va tuer rapidement, et l'essentialité, la majorité des décès évitables vont être dus à des hémorragies. Vous voyez ici, il y a à peu près quasiment 80 à 90% des patients qui ont une mort évitable qui vont être dus à une hémorragie, et sur le schéma de droite, vous voyez que ce sont des hémorragies qui vont être difficilement jugulables en préhospitalier avec les moyens qu'on a, qui vont être les garrots, qui vont être les pansements hémostatiques, avec quasiment 70%, 80% des hémorragies qui sont soit du tronc, soit jonctionnelles. Donc vraiment, c'est très important qu'ils arrivent rapidement au bloc opératoire, ces patients-là, et qu'ils soient pris en charge pour des chirurgies d'hémostase. Rappel du déroulement de la nuit des attentats du 13 novembre 2015, donc 3 groupes armés différents. Le premier avec 3 séries d'explosions aux alentours du Stade de France, avec un mort et une dizaine de blessés. Une deuxième équipe armée d'armes de guerre à haute cinétique dans le nord du 10e arrondissement, qui va descendre jusqu'à Nation. Je vous ai mis les horaires. Et surtout, l'endroit où il y a eu le plus de blessés et de morts, la prise d'otage du Bataclan qui s'est passée de 21h49 à minuit 58, date de la fin de l'assaut. Les objectifs de l'étude qu'on a fait, c'était de définir d'une part si, suite à ces situations sanitaires exceptionnelles avec un afflux massif de victimes, comme ça a pu être le cas, est-ce que l'ordre de passage du bloc opératoire était optimal? Ensuite, quels ont été les facteurs explicatifs d'une erreur de tri chirurgicale, s'il y a vraiment eu une erreur de tri? Et enfin, on s'est posé la question de savoir si le tri chirurgical optimal pouvait être fait uniquement par les anesthésistes. C'est un petit peu notre culture en France de faire un petit peu le trauma leader par les anesthésistes, mais c'est vrai qu'outre-Manche ou aux États-Unis, par exemple, c'est en général plutôt les chirurgiens traumatologues qui sont les trauma leaders. Donc on a utilisé une cohorte rétrospective initiale, c'était des blessés physiques qui étaient admis à l'hôpital dans les 24 premières heures des attentats pour ces blessures. Les autorisations de traitement le traitement des données ont été recueillies auprès d'ACNIL et du CPP. Les critères d'inclusion, je vous l'ai dit, c'est les victimes des attentats qui étaient opérées dans les 48 heures suivant les blessures. Donc la cohorte de patients qui sont présentés à l'hôpital dans les 24 heures, on a extrait ceux qui ont été opérés dans les 48 heures. Et enfin, dans les critères d'exclusion, c'était les interventions chirurgicales après un transfert interhospitalier, tout simplement parce qu'on n'avait pas les heures d'arrivée dans le centre secondaire de prise en charge chirurgicale pour le travail qu'on a fait. Et enfin, les centres qui avaient reçu peu de malades, on s'était dit qu'il y avait peu de chances qu'ils étaient vraiment déstabilisés que le bloc opératoire était déstabilisé par l'afflux massif de victimes. On a défini du coup un ordre de passage théorique pour le comparer à un ordre de passage réel. Pour cet ordre de passage théorique, on a réuni du coup 8 experts, que des experts du coup qui étaient définis par des seniors en anesthésie réanimation et en chirurgie dans des centres de trauma center assimilés niveau 1 en région parisienne, 3 anesthésistes, 3 chirurgiens digestifs et 2 chirurgiens vasculaires. C'était des seniors qui avaient tous au moins 3 ans d'expérience en tant que seniors dans des trauma centers de haut niveau. Et on a fait du coup passer chacun de ces experts de façon indépendante en aveugle des autres pour définir selon eux quel serait leur ordre de passage optimal au bloc opératoire. On a défini des sous-groupes de gravité, ça c'est dans la littérature, défini par un ISS strictement supérieur à 15, c'était les patients qui étaient définis comme sévères, et de 0 à 15, les patients non sévères. Et enfin, dans les classements, on a défini du coup 3 groupes de classements. Les normaux classés, ceux qui avaient, je vous ai expliqué un peu tout ça tout à l'heure, mais une différence entre l'ordre réel et théorique.
entre -1 et 1, et donc les sous-classés, donc les patients qui selon le gold standard auraient dû être mieux classés, donc une différence entre l'ordre réel et théorique supérieure à 1, et les surclassés, un meilleur triage chirurgical avec une différence entre ordre réel et théorique inférieure à -1. Donc ça, c'est le jeu de plateau qu'on a créé pour cette étude. Là, je vous ai mis un centre fictif avec, du coup, ici, vous avez le plateau de jeu. Vous avez le plateau de jeu avec les tranches horaires, les blocs qui sont disponibles, tracé ici le schéma d'ouverture des blocs, et donc ce qu'on va présenter aux experts à chaque tour de jeu, qui vont être du coup des graduations de 1 heure, des cartes qui correspondent aux patients réels. Donc là, ici, vous avez le numéro 147, qui est arrivé à minuit dans la nuit du 13 au 11, qui a 57 ans, c'est une femme, c'est un traumatisme balistique. On a quelques éléments cliniques à son arrivée à l'hôpital. Elle n'a pas été intubée, elle n'a pas eu de support vasopresseur. Ici, vous avez le bilan lésionnel qui est suite soit à sa radiographie, soit à son TDM, soit à son échographie face. Et en fait, vous avez plusieurs cartes de tous les patients qui se sont présentés à cette heure-ci. Donc là, ici, il y a déjà un premier patient qui est arrivé, le numéro 367, qui est en train d'être pris en charge pour de la neurochirurgie et de l'orthopédie. Vous placez au niveau de 1h du matin. Vous avez 2 blocs disponibles qui sont disponibles du coup pour prendre en charge les patients qui sont en attente de prise en charge chirurgicale. Et du coup, l'expert va décider quel bloc il va mettre quel patient. Et donc, on va faire plusieurs tours comme ça pour chacun des centres réels du coup qui ont pris en charge des patients de traumatologie lourde pendant cette nuit. Et on va comme ça résorber les cartes. Et ici, vous voyez où vous placez à 2h du matin, un nouveau bloc arrive. Et là, il y a le numéro 44, un autre patient qui est arrivé. Et du coup, le but, c'est d'épuiser complètement la pile de cartes jusqu'à ce que tous les patients aient été pris en charge au fur et à mesure de la nuit. Là, voilà, tous les patients ont été pris en charge. Et on a un ordre de passage qu'on a considéré comme optimal, considéré pas comme optimal par l'expert à la fin du jeu. Donc, ça nous faisait 337 patients qui ont été admis dans les hôpitaux. On a 213 interventions chirurgicales recensées. Il nous manquait des données qui impactaient trop pour la prise en charge, pour la décision de l'ordre de passage théorique de 17 patients. Et sur les centres à faible effectif, qui étaient vraiment très répartis sur l'île de France, 41 patients. Donc, au total, on avait 155 patients, 155 interventions chirurgicales qui ont été classées par ces experts. Forcément, ça a bougé. Donc, en termes de caractéristiques de population, c'était des patients qui étaient plutôt jeunes, 31 ans en âge médian, surtout du traumatisme balistique. Vous voyez, 97%. Il y a qu'aux alentours du Stade de France qu'il y a eu des patients qui ont été victimes de mécanismes explosifs, plutôt de blast. On a 39 patients qui étaient considérés comme sévères, avec un ISS supérieur du coup à 15. Et voilà. Ensuite, donc dans ce 155 patients, on a eu 25% des patients qui ont eu une échographie IFA, surtout dans les centres qui avaient l'habitude de faire de la traumatologie. 57% des patients ont eu un body scanner ou un scanner ciblé. La transfusion, 28% des patients ont été transfusés. C'est, en termes de mécanisme de lésion, c'était en grande majorité du coup de la fracture ouverte sur le traumatisme balistique. 20% de recours à des vasopresseurs, assez peu de ventilation mécanique et seulement 10% des patients qui avaient un Glasgow qui était strictement inférieur à 15. Comme je vous ai dit, c'était surtout de la chirurgie orthopédique, du parage de plaies, de la prise en charge de fractures ouvertes, donc 111 sur les 155. Après, un peu de vasculaire de digestif, un tout petit peu de neurochirurgie pour les patients qui sont arrivés en vie à l'hôpital, et un petit peu de chirurgie thoracique. Dans le autre, on avait de la chirurgie plastique, de l'ORL et de la maxillofaciale surtout. Et seulement 5% des prises en charge chirurgicales qui avaient été taguées chirurgie damage control au cours de la vie. Donc ça, c'était un petit peu ce qu'on avait construit. Donc on a fait passer chacun des experts de façon complètement indépendante. Donc les 3 anesthésistes, les 3 digestifs et les 3 vasculaires. Et donc on comparait du coup l'ordre réel, comme je vous expliquais, à l'ordre théorique pour chacun. Et en fait, pour chacun des experts, après, on avait calculé une médiane de rang pour chacun des patients. En fait, c'est la médiane et la médiane qui était considérée comme gold standard, l'ordre théorique considéré optimal, qu'on comparait à l'ordre réel de ce qui s'est passé pendant la nuit.
Donc les trois groupes dont je vous parlais, les sous-classés, les normoclassés, les surclassés. On s'est intéressé à la comparaison entre les experts, surtout en fait entre deux groupes, entre les anesthésistes réanimateurs qui font ça un petit peu au quotidien, même si les situations sanitaires exceptionnelles ne sont pas courantes, et d'autre part les chirurgiens qui avaient l'expertise de leur spécialité, mais peut-être un petit peu moins la vision globale des patients traumatisés. En fait, et du coup là, on utilisait l'écart entre le rang maximal médian entre les anesthésistes réanimateurs et le rang maximal et minimal médian et l'écart entre le rang maximal médian et minimum des chirurgiens. Au final, on se rendait compte qu'en comparant le sous-groupe anesthésiste réanimateur et chirurgien, il n'y avait pas de différence significative et que finalement il n'y avait pas plus de variance au sein d'un groupe plus hétérogène de chirurgiens vasculaires et digestifs que d'anesthésistes réanimateurs. Et pareil, la concordance entre les experts était plutôt excellente. On a fait ensuite une analyse univariée sur les patients qui étaient surclassés. Donc, on a comparé les surclassés aux normoclassés en cherchant des variables explicatives au fait de leur surclassement. Il y a cinq variables qui sont ressorties. Donc le score de Glasgow, la lactatémie et l'ISS qui sont du coup les marqueurs de gravité intrinsèques des patients, et d'autre part plutôt des marqueurs d'une surcharge du système de santé qui ont été le pourcentage de salles occupées au moment de chacune des inductions et le nombre de patients en attente à chacune des inductions. Et tout ça, c'était forcément du coup des choses auxquelles avaient accès les experts au moment de leur choix via les cartes ou via leur plateau de jeu sur le taux d'occupation des blocs. On avait fait la même chose pour une analyse univariée sur les sous-classés, et cette fois-ci, il y avait, sur une analyse univariée, aucune différence significative sur tous les paramètres qu'on a étudiés. On avait un faible nombre d'experts, uniquement 8, du coup le multivarié ne donnait vraiment aucun intérêt. Ce qu'on a tiré un petit peu comme enseignement, ça a été du coup un intérêt plutôt méthodologique. Donc on a fait une simulation sur un jeu de plateau qui était un petit peu low-tech, hein. On a fait ça en prenant des étiquettes, on a pris nos paires de ciseaux et puis on a repris les fiches de chacun des patients. Ça ne nécessitait aucune compétence informatique poussée. On a eu des experts de spécialité et d'âge assez différents, même si c'était tous considérés comme des experts. Et enfin, on avait un intérêt pédagogique, puisque c'était un petit peu pour l'ordre théorique optimal, en fait, c'était une sorte de test de concordance, de script, qu'on a mélangé un petit peu au serious game, qui se font de plus en plus pour de la simulation en général pour du mode de patient, mais qui se fait de plus en plus aussi pour les situations sanitaires exceptionnelles, parce que par définition, c'est des situations qui sont rares, auxquelles on n'a pas affaire souvent, et pour lesquelles se préparer, c'est assez difficile. L'intérêt était organisationnel, donc comme je vous l'ai dit, on a mis en évidence deux types de variables qui pouvaient expliquer une discordance entre la vie réelle et la simulation. D'autre part, c'était les marqueurs de gravité intrinsèques du patient. Là, ce qui ressortait, je vous le rappelle, c'était le score de Glasgow, la lactatémie et la pression artérielle systolique, et la mise en tension du système, qui était du coup le taux d'occupation des salles et le nombre de patients en attente de passage au bloc opératoire. Les perspectives qu'on avait mis en évidence, c'était d'essayer de définir un algorithme, on imagine en tout cas, c'est de définir un algorithme sur des critères de gravité qui sont simples, même si ces patients-là, en fait, il y a quand même beaucoup de choses en parallèle à mettre en évidence, donc essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu plus objectif sur la gravité intrinsèque de chacun des patients et d'optimiser la logistique organisationnelle du bloc en cas d'afflux massif de patients. On n'a pas mis de différence significative, en évidence de différences significatives entre les experts, qu'ils soient anesthésistes ou chirurgiens, et on peut du coup imaginer dans le cadre de surcharge du coup de surcharge de moyens, en tout cas humains pris en défaut, que ce tri chirurgical ne soit pas forcément fait par les anesthésistes réanimateurs, mais puisse être fait aussi par les chirurgiens, où il n'y aura pas forcément le nombre de blocs ou les moyens matériels, les blocs opératoires disponibles pour qu'eux puissent tous opérer. On peut imaginer aussi, avec ce type de formation, essayer de former du personnel paramédical, un petit peu le pendant du pré-triage secouriste fait en plan hospitalier, pour essayer de faciliter la tâche au cas d'afflux massif de patients nouveaux, ou voire même d'utiliser les médecins ingénieurs, donc les internes,
pour essayer de faire quelque chose d'encore un petit peu plus fin et de répartir au mieux les moyens humains en situation sanitaire exceptionnelle. Les limites de l'étude, c'est que c'était sur une base de données rétrospective, donc ça a tous les biais rétrospectifs qu'on peut lui connaître, que l'aspect dynamique des patients était mal modélisé. On avait en général une frise de paramètres qui était initiale à l'arrivée à l'hôpital, et c'est vrai qu'on n'avait pas l'évolution, le patient qui va se choquer, qui a une fracture ouverte, où en fait, sur les cartes, c'est difficile de se dire ce patient est plus grave que l'autre quand on a 4 fractures ouvertes, que c'est de l'orthopédie périphérique, mais qu'on n'a pas de retour sur cette évolutivité des patients. Enfin, on n'avait pas du tout d'informations dans cette base de données rétrospective sur les capacités techniques du bloc opératoire, la disponibilité des boîtes d'orthopédie ou d'autres choses. Pareil, c'est vrai qu'on n'avait pas accès au nombre d'IPOD ou d'IAD disponibles. Pour ça, on s'était un petit peu calqué sur le schéma d'ouverture des salles qui avait été fait dans la réalité. On a utilisé, comme biais autre, on a utilisé des tranches horaires d'1 heure, donc vraiment une répartition très granulaire du temps, c'est-à-dire que le patient qui est pris en charge à minuit 59, qui arrive à minuit 59 à l'hôpital, ne sera pas sur la même tranche horaire que celui qui arrive 2 minutes plus tard, et du coup qui ne sera pas mis en compétition avec les mêmes patients. Et enfin, on a très peu de centres qui avaient établi leur chirurgie dite de damage control, 5%. On a du mal à imaginer qu'il y ait vraiment que 5% de damage control dans cette situation-là, et probablement juste que ça n'a pas été reporté. Donc ça aurait un petit peu aussi pu changer la dynamique des choix des chirurgiens au moment de leur choix théorique. Pour conclure, le triage pour le bloc opératoire il semble pouvoir être tenu de façon indifférente, soit par un anesthésiste réanimateur, soit par un chirurgien, en tout cas sur l'ordre de passage. Bien évidemment, ce n'est pas toute la coordination du bloc opératoire qui peut passer par un chirurgien, mais en tout cas, ils ont probablement leur rôle à jouer aussi. Il y a probablement une place aussi pour l'optimisation et pour un algorithme peut-être un petit peu plus fort sur des critères de gravité clinique pour ces patients-là. Il y en a qui existent pour le préhospitalier, c'est vrai que pour le triage au bloc opératoire, sur la littérature que j'ai lue, ça n'existe pas. C'est un outil de simulation qui nous paraît très important pour les plus jeunes, voire pour en fait, se préparer à des situations qui sont rares. Et enfin, c'est vrai que sur le damage control, les types de chirurgie de damage control, ça peut complètement changer l'ordre de passage au bloc opératoire aussi. Quand on se dit qu'on va faire que des chirurgies écourtées pour mettre moins en tension le centre et prendre en charge plus de patients ou en tout cas arriver moins vite à saturation. Voilà, merci pour votre attention.